La mère de Demetrius Ross a éclaté de rage, criant après les jurés après la condamnation à perpétuité de son fils. La mère de Spencer Pearson l'a serré dans ses bras en pleurant silencieusement. Deux mères, même verdict dévastateur, réaction complètement différente. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à provoquer un chaos explosif dans la salle d'audience, tandis que d'autres se réfugient dans un désespoir murmuré? Spencer Pearson, Floride. En juin 2023, ce qui aurait dû être une soirée ordinaire à Ponte Vedra Beach, en Floride, s'est transformé en un cauchemar qui allait changer à jamais plusieurs familles et bouleverser profondément toute une communauté. Spencer Pearson a tendu une embuscade à son ex-petite amie Madison Shemitz à la sortie d'un restaurant, la poignardant à plusieurs reprises et la laissant paralysée. Mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Dans une attaque frénétique qui n'a duré que quelques minutes mais qui a causé des dommages irréversibles, Pearson a également poignardé la mère de Madison et un bon samaritain qui a courageusement tenté d'intervenir. L'affaire a suivi son cours dans le système judiciaire, sous le poids d'une communauté qui réclamait justice. Les preuves étaient accablantes, les blessures dévastatrices et l'impact sur les victimes profond. Madison Shemitz, une jeune femme qui avait toute la vie devant elle, s'est retrouvée paralysée. Ses rêves, sa mobilité, son sentiment de sécurité lui ont été volés en quelques instants terrifiants. Le 22 novembre 2024, le jour du jugement dernier, est arrivé. La salle d'audience était bondée de membres de la famille, de médias et de membres de la communauté qui avaient suivi cette affaire tragique. Spencer Pearson a été condamné à la prison à vie, une peine qui reflétait à la fois la gravité de ses crimes et les dommages permanents qu'il avait infligés. Mais c'est ce qui s'est passé immédiatement après le prononcé de la sentence qui a captivé les cœurs et fait la une des journaux dans le monde entier. Au moment où Pearson a appris qu'il était condamné à la prison à vie, il s'est tourné vers ses parents et les a embrassés dans une étreinte émouvante avant d'être emmené. Sa mère l'a serré dans ses bras en sanglotant, exprimant ainsi son amour maternel et sa perte dévastatrice. Cette étreinte n'a duré que quelques secondes, mais elle contenait des années d'amour, d'espoir, de rêve et désormais une éternité de chagrin. Alors que les agents pénitentiaires attendaient respectueusement mais inévitablement, la mère de Pearson serrait son fils dans ses bras, sachant que c'était peut-être la dernière fois qu'elle pouvait l'étreindre en tant qu'homme libre. Cette dernière étreinte a été filmée dans la salle d'audience, préservant à jamais l'angoisse d'une mère et le désespoir d'une famille. L'image de cette mère serrant son fils dans ses bras en pleurant nous rappelle avec force que la justice, bien que nécessaire, fait des victimes de tous côtés. Alors que les victimes et leurs familles cherchaient et méritèrent justice, une autre famille, celle de Pearson, entamait sa propre peine à perpétuité de chagrin, de honte et de perte. Alors que la mère de Spencer Pearson exprimait son chagrin par des larmes silencieuses et une étreinte désespérée, notre prochain cas montre comment l'angoisse maternelle peut exploser en une fureur vocale et une confrontation publique lorsqu'une mère estime que le système a failli à son fils. Brandon Williams et Demetrius Ross. L'Atlanta Beltline, symbole de la rénovation urbaine et du rassemblement communautaire, est devenu le théâtre d'une tragédie qui allait finalement conduire à l'une des scènes judiciaires les plus explosives de l'histoire récente de la Géorgie. En 2022, ce qui avait commencé comme un vol sur ce sentier très fréquenté s'est transformé en meurtre, bouleversant à jamais plusieurs familles et choquant la communauté d'Atlanta. Brandon Williams, identifié comme le tireur, et Demetrius Ross, son complice, ont tous deux été condamnés pour le vol et le meurtre commis sur la Beltline. L'affaire a été jugée par les tribunaux sous le poids d'une communauté exigeant justice pour ce que beaucoup considéraient comme une attaque contre l'un des espaces publics les plus appréciés d'Atlanta. Les preuves présentées au cours du procès ont clairement démontré qu'il s'agissait d'un acte de violence prémédité. Ce qui avait commencé comme une tentative de vol s'est transformé en crime lorsque la victime, Thomas Arnold, a résisté. Dans ces moments cruciaux, des décisions ont été prises qui ont coûté la vie à Arnold et scellé le destin de Williams et Ross. Le mois d'août 2024 a marqué l'aboutissement de la procédure judiciaire. Brandon Williams, l'auteur des coups de feu, a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 50 ans supplémentaires. Demetrius Ross, le complice, a été condamné à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Mais c'est la réaction de la mère de Ross qui a transformé une audience de détermination de la peine ordinaire en une scène d'émotion brute et sans filtre, qui a fait la une des journaux dans tout le pays. Immédiatement après l'annonce des peines d'emprisonnement à perpétuité, la mère de Ross a éclaté dans la tribune. Son angoisse et sa fureur ont explosé simultanément lorsqu'elle a pris conscience que son fils passerait des décennies, voire le reste de sa vie, derrière les barreaux. Se levant brusquement, elle s'est mise à réprimander les jurés en criant « Vous n'avez rien délibéré du tout ». Sa voix traduisait la douleur d'une mère qui estimait que son fils avait été trahi par le système et que justice n'avait pas vraiment été rendue. Alors que les huissiers de justice s'apprêtaient à l'expulser, elle a continué à sangloter et à crier, son chagrin et sa colère se mêlant dans une démonstration d'émotions humaines brutes. La scène était chaotique, déchirante et profondément humaine. Voici une mère qui avait élevé un enfant, qui l'avait aimé, qui avait peut-être vu des signes avant-coureurs, mais qui n'avait jamais imaginé que cela mènerait à cela. Son éclat ne concernait pas seulement la sentence, mais aussi la perte de l'avenir de son fils,
son propre sentiment d'échec, les victimes dont la vie avait été bouleversée à jamais, et un système qui, selon elle, avait laissé tout le monde tomber. Son éclat dans la salle d'audience a été largement relayé par les médias. La colère explosive de la mère de Ross contraste fortement avec notre prochain cas, où le chagrin d'une mère serait tempéré par la reconnaissance que les crimes de son fils étaient si graves et publics que sa douleur devait rivaliser avec le traumatisme de toute une communauté. Darrell Brooks attaque lors de la parade de Noël à Waukesha, Wisconsin. La parade de Noël de Waukesha de 2021 était censée être une joyeuse fête communautaire, une tradition annuelle chère au cœur des habitants qui réunissait les familles pendant la période des fêtes. Au lieu de cela, elle est devenue le théâtre de l'un des événements les plus horribles du Wisconsin, marquant à jamais le nom de Darrell Brooks dans les annales de l'histoire criminelle américaine et laissant une mère aux prises avec la réalité inimaginable des actes de son fils. Brooks a foncé avec son SUV dans la parade de Noël 2021 à Waukesha, tuant 6 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Les victimes étaient aussi bien des enfants que des personnes âgées de la communauté, chacune avec sa propre histoire, sa propre famille, son propre avenir, qui ont été brisés ou à jamais bouleversés par les actes délibérés de Brooks. Le procès qui a suivi a été aussi complexe que déchirant. Les preuves ont montré que Brooks avait délibérément roulé sur le parcours du défilé, slalomant entre les barrières et percutant les participants et les spectateurs. L'accusation a brossé le tableau d'une violence délibérée et calculée, tandis que la défense s'est efforcée de trouver des circonstances atténuantes qui pourraient expliquer ou excuser l'inexplicable. Le 16 novembre 2022, Brooks a été condamné à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle, une pour chaque vie qu'il avait prise. La peine reflétait non seulement la gravité de ses crimes, mais aussi la reconnaissance par le juge que Brooks représentait une menace permanente pour la société. Tout au long du procès, la mère de Brooks, Dawn Woods, était présente, regardant son fils faire face aux conséquences de ses actes. Lors de la phase de détermination de la peine, Madame Woods s'est adressée à la cour, en larmes, au sujet de la maladie mentale de son fils, tentant de fournir un contexte à ses actes, tout en reconnaissant l'immense douleur qu'il avait causée. Son témoignage était un équilibre délicat entre la défense de son fils et la reconnaissance du mal qu'il avait infligé. En tant que mère, elle se sentait obligée de parler des troubles mentaux dont souffrait Brooks, dans l'espoir que la compréhension de son état puisse fournir une explication, sinon une excuse, à ses actes. Après l'annonce des 6 peines d'emprisonnement à perpétuité, Madame Woods était visiblement bouleversée à la fin de l'audience. La télévision locale a filmé ses réactions émotionnelles et l'a interviewée dans les heures qui ont suivi le prononcé de la sentence. Contrairement à Dawn Woods, qui a dû gérer son chagrin sous le regard attentif du public et face à de multiples victimes, la crise de nerfs de notre prochaine mère s'est produite dans le cadre plus intime d'une salle d'audience, où sa douleur pouvait être le seul centre d'attention de la communauté. Le meurtre de Beam Coley, Lexter. L'agression brutale de Beam Coley, 80 ans, à Franklin Park, Lexter, a provoqué une onde de choc dans la communauté. Monsieur Coley, grand-père bien-aimé et pilier de la communauté indienne locale, promenait son chien lorsqu'il a été sauvagement agressé par 2 adolescents. L'agression a entraîné la mort de Monsieur Coley, laissant sa famille et la communauté en deuil. Les 2 adolescents, un garçon de 14 ans et une fille de 12 ans, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire. Le garçon qui portait une cagoule lors de l'agression a été condamné à 7 ans de détention. La fille, qui avait désigné M. Coley au garçon et filmé l'agression avec son téléphone, a été condamnée à 3 ans de rééducation pour mineurs. La condamnation des 2 adolescents a permis à la famille de M. Coley de tourner la page, mais elle a également soulevé des questions sur la nature de la violence chez les jeunes et son impact sur les familles des victimes. Les familles des 2 adolescents ont réagi différemment à la sentence. La famille du garçon était visiblement bouleversée, sa mère fondant en larmes lors de la lecture du verdict. Elle avait précédemment exprimé les remords de son fils pour ses actes et espérait une peine plus clémente. La famille de la jeune fille, en revanche, semblait plus calme, mais clairement affectée par le verdict. Ses parents avaient assisté à l'ensemble du procès et avaient soutenu que leur fille n'était pas directement impliquée dans l'agression. Ils avaient fait valoir qu'elle n'était qu'une spectatrice qui s'était laissée emporter par le moment. Cependant, l'accusation avait présenté des preuves démontrant la participation active de la jeune fille à l'agression. Elle avait désigné M. Coley au garçon et avait filmé l'agression avec son téléphone, en riant et en encourageant les actes du garçon. Ces preuves avaient été déterminantes pour obtenir sa condamnation. Cette affaire a eu un impact profond sur la communauté, de nombreux habitants exprimant leur choc et leur indignation face à cette violence insensée. L'agression a mis en évidence la nécessité d'une plus grande sensibilisation et d'une action plus forte pour prévenir la violence chez les jeunes. Les dirigeants communautaires et les autorités locales se sont réunis pour discuter des moyens de traiter ce problème et d'apporter un soutien aux jeunes susceptibles de se livrer à des comportements violents. Cette affaire a également soulevé des questions sur le rôle des réseaux sociaux dans la violence chez les jeunes. Le fait que la jeune fille ait filmé l'agression et l'ait partagée sur son téléphone a ajouté à la détresse de la famille de M. Coley et de la communauté.
Cela a mis en évidence la nécessité d'une plus grande sensibilisation et d'une meilleure éducation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux et les conséquences potentielles des comportements en ligne. La mort de M. Coley est une tragédie absurde qui a laissé un vide dans la vie de ceux qui le connaissaient. Cependant, son héritage continuera d'inspirer d'autres personnes à œuvrer pour créer une communauté plus sûre et plus compatissante. Les familles des coupables devront également accepter les conséquences des actes de leurs enfants. La famille du garçon devra vivre avec la conscience que leur fils a pris une vie, tandis que la famille de la jeune fille devra composer avec le fait que leur fille a joué un rôle dans les événements tragiques qui se sont déroulés. Si les parents de la jeune fille et du garçon, dont les noms n'ont pas été divulgués, ont eu des réactions différentes, celle de la mère suivante sur notre liste était claire comme de l'eau de roche. Joshua Phillips, États-Unis. Le cas de Joshua Phillips représente l'un des exemples les plus controversés et les plus déchirants de la justice pour mineurs dans l'histoire juridique américaine. Lorsqu'un adolescent de 14 ans commet un meurtre, des questions se posent qui remettent en question notre compréhension de l'enfance, de la responsabilité, de la justice et de la rédemption. En novembre 1998, Joshua Earl Patrick, Josh Phillips, alors âgé de 14 ans, a tué Madeleine Maddie Clifton, 8 ans, à Jacksonville, en Floride. L'affaire a immédiatement attiré l'attention nationale, non seulement en raison de la nature horrible du crime, mais aussi en raison de l'âge de l'auteur et des questions qu'elle soulevait sur la manière dont la société devrait traiter les enfants qui commettent des crimes d'adultes. Le crime lui-même était choquant par sa brutalité et l'innocence de la victime. Maddie Clifton était une voisine, une enfant qui jouait dans son quartier lorsqu'elle a rencontré Phillips. Ce qui s'est passé pendant ces moments fatidiques allait changer à jamais plusieurs familles et obliger le système pénal à faire face à l'un de ses scénarios les plus difficiles. Un enfant qui tue. Phillips a été jugé comme un adulte pour le crime horrible qu'il a commis alors qu'il était mineur, ce qui reflète la gravité de ses actes et la conviction du ministère public que le système judiciaire pour adultes était le lieu approprié pour juger une infraction aussi grave. La décision de le juger comme un adulte a été controversée, mais elle reflétait la demande de justice de la communauté et l'évaluation de la gravité du crime par le ministère public. Phillips a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La peine reflétait les exigences légales de l'époque et la conclusion du tribunal selon laquelle Phillips représentait un danger permanent pour la société, malgré son jeune âge. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée à cette première condamnation. Au fil des ans, l'affaire Phillips a attiré l'attention lors des débats sur les peines d'emprisonnement à perpétuité pour les mineurs. À mesure que la société comprenait mieux le développement du cerveau des mineurs et que des réformes juridiques abordaient la question de la condamnation des enfants à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, l'affaire Phillips s'est inscrite dans un débat plus large sur la justice, la rédemption et la possibilité de réinsertion des délinquants mineurs. Il a pu bénéficier d'une révision de sa peine en vertu des modifications apportées à la loi sur les peines infligées aux mineurs et a mené des actions en justice ces dernières années en vue d'obtenir une nouvelle peine. Des reportages récents font état de réexamens judiciaires et de requêtes visant à obtenir une nouvelle peine et une révision. La couverture médiatique de cette affaire se concentre sur la dynamique familiale, la jeunesse de l'accusé et les moments émouvants qui ont marqué le procès tout au long de l'affaire. Cette affaire a contraint la famille de Phillips à affronter la réalité inimaginable que leur enfant de 14 ans avait commis un meurtre et l'a obligé à gérer les émotions complexes liées à l'amour pour quelqu'un qui avait commis un acte impardonnable. L'affaire Phillips reste une référence dans les discussions sur la justice pour mineurs, sur la capacité de réinsertion et sur la manière dont la société devrait trouver un équilibre entre la punition et la reconnaissance du fait que le cerveau des enfants est encore en développement. Elle nous rappelle également de manière frappante que certains crimes sont si graves qu'ils remettent en question nos hypothèses les plus fondamentales sur l'innocence de l'enfance et la possibilité de rédemption. Après les questions complexes soulevées par un adolescent meurtrier, nous passons à une affaire historique qui nous rappelle à quel point l'injustice raciale a longtemps compliqué les relations entre les familles et le système pénal, où les larmes des mères ont été versées non seulement pour les peines infligées à leurs enfants, mais aussi pour un système conçu pour les opprimer. Cette affaire était tout aussi complexe et controversée que celle des West Memphis 3, comme vous le verrez bientôt. Les West Memphis 3, le 5 mai 1993, un crime brutal et choquant a été commis à West Memphis, dans l'Arkansas. 3 garçons de 8 ans, Stevie Branch, Michael Moore et Christopher Byers, ont été retrouvés assassinés dans une zone boisée connue sous le nom de Robin Hood Hills. L'enquête sur les meurtres a été menée par le département de police de West Memphis. Après une fouille minutieuse de la scène du crime, la police a recueilli des preuves, notamment des échantillons de cheveux, des fibres et des empreintes de chaussures. Cependant, l'enquête a été critiquée pour sa gestion des preuves et l'absence de suspects clairs. Plusieurs mois après les meurtres, la police a arrêté 3 adolescents de la région: Damien Eccles, Jason Baldwin et Jesse Miskelly Jr. Les arrestations étaient principalement fondées sur les aveux de Miskelly, obtenus après 12 heures d'interrogatoire sans le consentement des parents ni la présence d'un avocat. Les familles des 3 de West Memphis ont été choquées et dévastées par ces arrestations.
La mère de Damien Echols, Pamela Hobbs, a toujours soutenu l'innocence de son fils, affirmant qu'elle savait qu'il était incapable de commettre un crime aussi odieux. La famille de Jason Baldwin l'a également soutenu, sa mère, Gail Baldwin, exprimant sa confiance dans l'innocence de son fils. Le procès des West Memphis 3 a été très médiatisé, beaucoup pensant que les adolescents étaient coupables de ces crimes odieux. L'accusation s'est largement appuyée sur les aveux de Miss Kelly, ainsi que sur l'intérêt des adolescents pour la musique heavy metal, la Wicca et l'occultisme. Elle a fait valoir que les meurtres faisaient partie d'un rituel satanique et que les adolescents avaient tué les garçons dans le cadre d'un sacrifice pervers. Le 19 mars 1994, les West Memphis 3 ont été condamnés pour leurs crimes. Damien Echols, alors âgé de 18 ans, a été condamné à mort par injection létale. Jason Baldwin, 16 ans, a été condamné à la prison à vie plus 2 peines de 20 ans, tandis que Jesse Misskelley Jr., 17 ans, a été condamné à la prison à vie plus 2 peines de 20 ans. Lorsque les sentences ont été prononcées, la salle d'audience a été submergée par l'émotion. La mère de Damien Echols, Pamela Hobbs, était visiblement bouleversée. Son corps tremblait tandis qu'elle se prenait la tête entre les mains. Elle a dû être soutenue par les membres de sa famille alors qu'elle luttait pour accepter cette sentence sévère. « C'est une parodie de justice », s'est-elle exclamée, la voix tremblante de rage et de tristesse. « Mon fils est innocent et vous allez le tuer. » La famille de Jason Baldwin était également submergée par l'émotion. Sa mère, Gail Baldwin, pleurait sans pouvoir se contrôler, le corps secoué de sanglots, serrant son fils dans ses bras. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Mon bébé va passer le reste de sa vie en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. » La mère de Jesse Misskelley Jr. était tout aussi bouleversée, le visage baigné de larmes, suppliant le juge de reconsidérer la sentence. « Mon fils ne mérite pas ça », implora-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « C'est un bon garçon et il a déjà été suffisamment puni. » Au fil des ans, les West Memphis 3 ont déposé plusieurs recours, arguant que leurs aveux avaient été obtenus sous la contrainte et qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une représentation juridique adéquate. En 2011, après avoir passé 18 ans en prison, les West Memphis 3 ont conclu un accord de plaidoyer Alford qui leur a permis de maintenir leur innocence tout en reconnaissant que l'accusation disposait de suffisamment de preuves pour les condamner. Ces plaidoyers ont conduit à leur libération, Echols ayant purgé 18 ans de sa peine. À ce jour, la famille des West Memphis 3 se pose encore de nombreuses questions et reste dans l'incertitude quant à cette tragédie. Notre prochaine histoire est celle d'une tragédie encore plus profonde au sein d'une famille. Spencer Bieniek. Dans une tournure des événements choquantes et dévastatrices, Spencer Bieniek, 14 ans, a été accusé d'avoir abattu ses grands-parents, Sandra et Chester Bieniek, dans leur maison de Beach City. L'incident a bouleversé la communauté et soulevé des questions sur la complexité de la justice pour mineurs. Spencer Bieniek aurait abattu ses grands-parents dans la maison qu'il partageait. Les circonstances exactes entourant ses problèmes de santé mentale ou des incidents antérieurs pourraient nous permettre de mieux comprendre ses actes. Cependant, les détails de l'affaire font toujours l'objet d'une enquête. Bien que les détails spécifiques concernant la réaction des parents de Spencer à l'incident soient rares, il est clair que l'affaire a laissé la famille aux prises avec ses conséquences. Le fait que Spencer soit détenu sans procès depuis 8 ans ajoute à la complexité et au poids émotionnel de la situation. La réaction des parents a probablement été influencée par l'incertitude prolongée et les accusations graves portées contre leur fils. Spencer Bieniek a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre passibles de la peine capitale. Bien qu'il ait été inculpé il y a 8 ans, son affaire n'a toujours pas été jugée. Le retard dans le jugement de l'affaire soulève des questions sur la manière dont le système judiciaire traite les délinquants juvéniles, en particulier ceux qui ont des besoins spéciaux, car Spencer est autiste. Cette affaire met en lumière les préoccupations relatives à la justice pour mineurs, au soutien en matière de santé mentale et aux difficultés rencontrées par les familles confrontées à des problèmes similaires. La réaction de la communauté et la manière dont le système judiciaire traitera cette affaire seront suivies de près au fur et à mesure de son évolution. L'autisme de Spencer Bieniek ajoute une couche de complexité à l'affaire, soulevant des questions sur la manière dont le système judiciaire traite les accusés ayant des besoins particuliers. Le retard prolongé dans le jugement de l'affaire ne fait qu'ajouter à l'incertitude et à l'inquiétude entourant l'incident. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulera, il sera important de prendre en compte les différents facteurs en jeu, notamment la santé mentale du prévenu, la nature des accusations et l'impact sur la famille et la communauté. L'issue de cette affaire aura probablement des implications importantes pour toutes les parties concernées, tout comme la dernière affaire de notre liste qui a laissé plusieurs familles dévastées. Accident tragique à Renton, dans l'État de Washington. Un accident de voiture dévastateur à Renton, dans l'État de Washington, a coûté la vie à 4 personnes, dont 3 enfants, après que Chase Jones, d'19 ans, ait percuté leur fourgonnette alors qu'il roulait à 180 km/h. Jones a été condamné à 210 mois, soit 17,5 ans, pour cette collision mortelle. Le 19 mars 2024, Jones roulait à une vitesse alarmante de 180 km/h dans une zone limitée à 65 km/h lorsqu'il a percuté le van des victimes. Le choc a été fatal pour Andrea Hudson, 38 ans, et 3 enfants.
Matilda Wilcoxon, 13 ans, Eloise Wilcoxon, 12 ans, et Boyd Buster Brown, 12 ans. Deux enfants qui se trouvaient dans le minibus, le fils et la fille d'Andrea, ont subi des blessures qui ont bouleversé leur vie, tandis qu'un adulte a été légèrement blessé. Lors de l'audience de détermination de la peine, les membres de la famille des victimes ont livré des témoignages déchirants, décrivant leur chagrin permanent et leur perte inimaginable. Ils ont évoqué les anniversaires qui ne seront plus jamais célébrés, les chambres vides et le silence qui règne désormais dans leur maison, autrefois remplie de rires. Chase Wilcoxon, le père des deux enfants tués dans l'accident, a déclaré que même si les blessures guériront, les cicatrices resteront à jamais. Bien que les détails sur la réaction des parents de Chase Jones soient limités, il semblerait qu'il soit arrivé sur les lieux avant les forces de l'ordre. Les experts juridiques suggèrent qu'il pourrait être tenu civilement responsable en vertu des lois sur la négligence, en particulier s'ils étaient propriétaires de l'Audi impliqué et s'ils l'avaient autorisé à conduire malgré son antécédent de deux autres accidents ayant entraîné la destruction totale de véhicules au cours de l'année précédant l'accident mortel. Il s'agissait d'une catastrophe dont la communauté ne se remettrait pas de sitôt. Cette affaire a suscité des débats sur la sécurité routière et un projet de loi est actuellement en cours d'examen par la législature de l'État de Washington afin de rendre obligatoire l'utilisation de dispositifs intelligents de limitation de vitesse afin d'empêcher les conducteurs de dépasser les limites de vitesse de plus de 10 miles par heure. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Jones sera tenu d'installer un dispositif de limitation de vitesse sur tout véhicule qu'il conduira à l'avenir. La communauté a dû faire face à cette tragédie et beaucoup ont réclamé que les responsabilités soient établies lors de l'audience de détermination de la peine. Bien qu'aucune peine ne puisse effacer la douleur, l'audience a permis aux familles des victimes de s'exprimer et de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie trop tôt. Merci d'avoir regardé. Découvrez d'autres cartes à l'écran.